sommes pas en récession, mais certainement dans une période extrêmement difficile qu'on pourrait qualifier de stagnation. Les 6 prochains mois seront très difficiles. Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté ce matin sa mise à jour économique. Il affirme que le Québec n'est pas en récession, mais que son économie est en stagnation. Bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Au-delà de la sémantique, il y a un message clair. Vous l'avez entendu, les 6 prochains mois seront difficiles. Pas de débat sémantique ou technique là-dessus. C'est clair dans l'esprit du ministre. Le gouvernement a moins d'argent à dépenser, donc il se concentre sur les besoins de base. Logement, banque alimentaire, aide sociale, adaptation au changement climatique, notamment. Bref, on n'est plus dans le trèfle jusqu'aux genoux. Ils nous font une fleur en étant avec nous tous les midis. Michel Cochet, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Hey, on va écrire un livre, Sébastien, sur vos petites phrases de début d'émission. Oui. Recueil des phrases d'introduction. D'accord. Je vais demander à Jean-François où l'éditer ou le publier, mon livre. À la boîte à liser, bien sûr. À la boîte à liser. Pourquoi pas? OK. Regardons donc, évidemment, c'est un tourbillon de chiffres. Hein? Alors, regardons les missions dans lesquelles le gouvernement investit. L'accès au logement, 1,8 milliard, mais il faut dire qu'il y a un 900 millions du gouvernement fédéral là-dedans. La lutte contre l'itinérance, 145 millions. L'appui à la formation, 329 millions. La transition climatique, 961 millions. L'investissement dans les entreprises, près d'1 milliard de dollars aussi. Alors, fait-il les bons choix, Jean-François, dans le contexte actuel? On a l'impression que c'est vraiment la base, le logement, l'alimentation. Il y a les banques alimentaires qui vont recevoir un peu d'argent, pas autant qu'ils le demandaient, mais quand même un peu d'argent. Est-ce que ce sont les bons choix, selon vous, Jean-François? Bien, évidemment, ce sont les choix qui sont dictés par la marge de manœuvre qui lui reste après les choix qu'il a faits jusqu'à maintenant. Moi, je ne suis pas critique a posteriori des chèques qui ont été envoyés parce qu'ils étaient très progressif en termes alors, des gens à faible revenu avaient un plus grand apport proportionnellement à leurs revenus que les autres. On aurait pu le faire autrement, mais moi, je ne dis pas que les chèques étaient une mauvaise décision. La baisse d'impôts était une mauvaise décision. La baisse de taxes scolaires était une mauvaise décision parce que les très riches en ont beaucoup profité. Mais en tout cas, ces choix-là font en sorte que la marge de manœuvre est plus restreinte. Cependant, si on regarde qu'est-ce qui se passe pour les moins fortunés, c'est ça qui m'intéresse le plus. On avait cette discussion, M. Legault avait dit on va les aider quand même. Le fait est qu'il les aide. Il les aide pas en inventant quelque chose, mais en appliquant ce qui existait déjà, c'est-à-dire augmenter de 5 à 6 la totalité des transferts aux individus, c'est-à-dire les allocations familiales, vont augmenter l'assistance sociale, les bénéficiaires d'assistance sociale, ça va augmenter l'aide au logement, va augmenter automatiquement de 5 à 6 5 à 6 pour l'année qui vient, c'est bien davantage que ce qui est offert aux salariés de la fonction publique. Voilà. Vous avez raison, c'est pas rien. Il applique ici l'indexation qu'il refuse d'appliquer aux syndiqués de l'État. Exact. Et puis là, c'est un bon précédent. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre des notes et c'est à peu près équivalent à l'inflation. C'est pour ça d'ailleurs que ça existe, à peu près équivalent à l'inflation de l'an dernier. Et ça se cumule pour certains. Moi, le tableau le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est celui où ils font l'indexation cumulative de, par exemple, il y a un truc qui s'appelle la prime au travail, le crédit d'impôt pour la solidarité, dont je parle souvent ici en disant que c'est mon outil favori. Mais lorsqu'on cumule ça, des gens qui ont un revenu de 20 000 $ vont avoir dans l'année 2 400 $. Donc, vous voyez, pour eux, c'est 10 % de revenus supplémentaires. Des gens qui gagnent 40 000 vont avoir 1 400. Des gens qui gagnent 60 000 vont avoir 2 200. Alors, c'est comme si, globalement, les gens ne reçoivent pas un chèque de 1 500 ou 2 200, mais globalement, ils vont être plus riches de ça. Alors, pour moi, ça, c'est plus compliqué à expliquer, mais dans la poche des gens, ça va faire une différence. Et pour moi, c'est la principale bonne mesure de ce budget, une mesure générale qui va aider les plus pauvres. Par ailleurs, évidemment, on peut dire sur chacun des autres aspects, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Par exemple, pour le logement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On fait une offre supplémentaire qui est bienvenue. Ce qui est là est bienvenu.
Mais par rapport à la demande qui ne cesse d'augmenter, entre autres à cause de l'immigration, évidemment, c'est un genre de coup d'épée dans l'eau. Occupez-vous de la demande, pas seulement de l'offre. Vous faites les deux en même temps. Mais c'est ce qu'on peut reprocher à cette mise à jour. Mais je donne quand même un B à la mise à jour. Un B pour M. Girard. Reste que on entre dans un ralentissement économique ou on est dans un ralentissement économique. D'ailleurs, le gouvernement, puis on va vous montrer un tableau, revoit à la baisse sa prévision de croissance économique pour l'année prochaine. Il avait prévu 1,4 de croissance. Puis regardez ça, il baisse de la moitié à 0,7 Les dépenses aussi seront relativement limitées à 1,5 au cours des prochains mois. Michel, est-ce que tout ça combiné annonce des jours difficiles de... Puis là, il ne parle pas d'austérité, il ne parle pas de rigueur budgétaire, mais il parle de modération importante. On va être très, très, très près de l'austérité. Pourquoi? Parce que dans le prochain budget, et c'est toujours la même chose à chaque année, il y a ce qu'on appelle les coûts de système. Ça veut dire les coûts fixes du gouvernement, qui sont les salaires, les loyers, l'électricité, le chauffage, etc. Et ça, dans une prévision de dépenses qui n'est pas à 2 ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour être capable de répondre à ses besoins premiers. Tu touches à rien, ça augmente de 2 2 là, c'est sans compter l'inflation. Là. 2 là, une augmentation des coûts de 2 c'est minime. Là. Avec tout ce qu'on a comme inflation, ça va être probablement plus que ça. Alors, ce qu'il nous a annoncé aujourd'hui, c'est que les revenus ne seront pas au rendez-vous. Alors, si les revenus ne seront pas au rendez-vous, ça va vouloir dire inévitablement des coupures importantes. Et vous savez quoi? C'est en ce moment que les ministères reçoivent une idée, un chiffre qui est combien ils auront à dépenser l'an prochain, en 23-24, qui va commencer le 1er avril 2024. Alors déjà, ils ont ces indications-là. Déjà, on va voir que ça va être extrêmement difficile puisque les revenus ne seront pas au rendez-vous, puisqu'il diminue sa prévision de croissance de l'économie, donc la prévision des revenus de l'État. Moins de taxes, moins d'impôts. Si l'économie fonctionne moins bien, moins de taxes, moins d'impôts dans les coffres du gouvernement. Et l'inflation qui va diminuer légèrement, bien, ça veut dire aussi moins de revenus pour l'État, mais des coûts fixes qui, eux, vont être encore dans la fourchette élevée des dépenses. Alors, ça va être très, très difficile pour le gouvernement. Là, aujourd'hui, il a sauvé le discours politique, si vous voulez. Tu sais, c'est prudent, c'est relativement sage, il n'y a pas de surprise. Ce qu'il a annoncé, il l'avait déjà annoncé il y a 2-3 semaines. Donc, il s'achète un peu de temps jusqu'au prochain budget. Au sujet du ralentissement économique, écoutons M. Girard. Nous sommes au cœur du ralentissement. C'est maintenant parce que l'inflation est toujours élevée, près de 4 et les taux sont élevés à 5 le taux directeur. Et à ça s'ajoute toute la question du climat, d'incertitude reliée aux deux guerres. Il n'y a rien de positif là-dedans. OK. Climat n'est pas positif, les taux d'intérêt sont élevés, Françoise, l'économie roule au ralenti. Politiquement, est-ce qu'il y a un danger ici pour le gouvernement Legault? Parce qu'on l'a vu, il a baissé dans les intentions de vote, dans les sondages. Là. Est-ce que c'est une lumière rouge ou jaune? Là? Est-ce qu'il y a un danger politique ici dans la situation économique? Bien, il y a toujours un danger politique. La population qui entend ça, qui voit ça, qui vit surtout ça, souvent se cherche une cible qui blâmer. Et dans ce contexte-là, c'est souvent le gouvernement, le parti qui est au pouvoir, qui en fait les frais. Mais dites-vous une chose, on est en novembre 2023, les élections sont prévues pour 2026. Ces scénarios un peu dramatiques, et je pense que le ministre des Finances avait le ton. Je suis pas sûre qu'il s'adressait à la population parce que, premièrement, il y a beaucoup de ces chiffres-là, ceux qui auront pris la peine de lire les documents du ministre. Il y en avait je pense qu'il y en avait un au-dessus de 230 quelques pages là, que je me suis tapé ce matin. Pas certaine que la population va faire ça, là.
Mais ceci étant... Mais je l'impression pense qui s'en dégage, Françoise, l'impression qui s'en dégage, c'est que ça va être dur. Ça va mal aller. Ça va être dur. C'est Oui, ça, exactement. ça va être Mais difficile, que le comme dirait gouvernement l'autre. est en contrôle. Mais que le gouvernement est en contrôle. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tellement à nous qu'il s'adressait comme aux marchés financiers, comme à ceux qui donnent les codes de crédit. Et je vois un petit peu le scénario, ils ne sont pas imbéciles non plus. Là. On peut les blâmer de beaucoup de choses, la CAQ. Mais en même temps, on a ce scénario un peu difficile de stagnation, ou en tout cas, moi j'appellerais ça presque de la récession, mais enfin bref, on ne s'enfergera pas dans les fleurs de tapis. Si jamais les taux d'intérêt commencent à baisser l'année prochaine, que l'économie reprend un peu du poil de la bête, et qu'à un moment donné, la seule réalisation pour le Québec, c'est de dire, ou le seul constat, c'est de dire, ça nous prend un gros projet pour, paf, repartir notre économie, parce que là, on ne le sent pas là, du discours du ministre. Et voilà, on a des beaux projets à Hydro-Québec. Alors, il y a encore plusieurs scénarios qui pourraient être toujours un petit peu plus positifs, mais c'est l'eau des ministres des Finances de nous arriver un peu l'air croque-mort, nous annoncer la fin des temps, et puis après ça, on verra avec les mesures que le gouvernement prendra. L'argent, je pense qu'on n'a toujours pas reçu pour la santé. Alors, il y a encore beaucoup d'impondérables là, avec lesquels le ministre pourra peut-être jouer. Et ça m'attriste, par contre, quand on comprend les grands chantiers en éducation, en santé, et avec le discours que j'ai entendu aujourd'hui, je ne sais pas trop dans quel état ils vont se retrouver là, au prochain budget. Si vous vous demandez aussi pour les énormes investissements d'Hydro-Québec, c'est de l'argent emprunté. C'est-à-dire que Hydro-Québec va emprunter pour financer. Donc, ça n'a pas d'effet. Bien, ça a un effet sur la dette d'Hydro-Québec, mais pas nécessairement sur les finances publiques. Sur le moral. Voilà. Dimitri, vous voyez ça comment? Bien, premièrement, il y a deux types de mises à jour économiques. La première, celle que nous sommes habitués quand l'économie va bien, c'est nous avons déposé un budget au mois de mars, 6 mois plus tard, on vous revient et on a aiguisé nos crayons et voici comment les choses ont changé un petit peu à la hausse ou à la baisse. Il y a aussi la mise à jour, le style de mise à jour économique quand l'économie ne va pas bien et cette mise à jour économique est un mini-budget. Où le gouvernement, par exemple, augmente ses dépenses. On voit de nouvelles dépenses de plus de 4 milliards de dollars. La révision de la croissance économique du Québec devrait nous inquiéter, et celle du Canada aussi en passant, parce que la croissance économique d'une économie qui roule bien doit se retrouver entre 2 et 3 Là où le gouvernement Legault semble persister et signer, et où les choses vont mieux qu'en Ontario, c'est que leur objectif d'éliminer le déficit et de se retrouver en surplus budgétaire demeure le même. Ils sont à 4 milliards pour l'exercice fiscal actuel, 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard, et ensuite 2027-2028, un équilibre budgétaire. Cela va pour atteindre cet objectif, il va falloir contrôler les dépenses et bien sûr, il va falloir retourner à une croissance économique qui se retrouve entre le 2 et 3 Et encore une fois, allez-y Sébastien. Il faudra voir le contrôle des dépenses dans l'année 2025-2026 parce qu'en 2026, il y a des élections. Fait que des fois, on contrôle moins les dépenses. On échec. Hier, Dimitri, vous souleviez la question, quel sera le message pour les syndiqués de l'État? OK, vous vous rappelez, hier, vous disiez, bon, il pourrait y avoir un message, on n'a pas plus d'argent, ou un message, peut-être qu'on a un peu plus d'argent. Mais la première question à laquelle M. Girard a répondu aujourd'hui portait exactement sur la négociation avec les employés de l'État. Écoutons sa réponse. La façon que l'offre est structurée, là, c'est 11,8 plus 3 au niveau sectoriel. Alors, Mme Lebel gère sa négociation, puis il y a du travail qui se fait aux tables, puis tout ça. Mais le 14,8 qui est offert, c'est ce qu'il y a dans le cadre financier. Et vous pouvez constater que le cadre financier est serré. Alors, c'est certain que, à moins que l'économie soit plus forte et qu'on ait des revenus supplémentaires, toute dépense supplémentaire va nécessiter des emprunts. Oh, OK. Quel message il envoie, là? Il dit, j'ai de l'argent pour 14,8, mais si vous allez au-delà de 14,8, il va falloir que j'emprunte. Quel message il envoie, Dimitri? Bien, le message qu'il envoie, c'est jouer avec l'argent que j'ai mis dans la mise à jour économique, jouer avec la dernière offre pour la restructurer
Mais si vous demandez plus, ça va vouloir dire que la dette est ce que doit chaque Québécois à cause... parce que, encore une fois, on parle toujours d'argent public, mais c'est l'argent des contribuables. Et à l'heure actuelle, si on voulait faire un chèque aujourd'hui pour éliminer la dette du Québec dans sa totalité, chaque Québécois va devoir faire un chèque de 45 000 et donc, le message qu'il envoie, c'est la marge de manœuvre pour augmenter, parce que le coussin, je pense maintenant, vient de baisser à 500 millions. Il ne reste que 500 millions avec lequel... Il est épuisé dans son compte d'épargne pour financer ces mesures. Exact. Et le compte d'épargne est presque vide. Et la prochaine étape, c'est la carte de crédit. OK. Ouais, on veut pas se rendre... Mais Michel, vous avez été président du Conseil du Trésor. Là. Quand vous êtes la collègue du ministre des Finances qui dit qu'il n'y a pas plus d'argent, c'est du bluff ou c'est réel? Bien, c'est parce qu'il va falloir régler. Il va falloir régler. Alors, et ça ne se réglera pas à 14,8. Je ne vois pas comment on va régler à 14,8 avec le discours du gouvernement qui encourage des hauts salaires dans le privé, qui indexe ce que Jean-François disait. L'indexation va être de 6 basée sur l'inflation de 2022. Et là, le gouvernement dit au gouvernement, non, l'année 2022, ça compte pas. On commence à discuter avec vous. Ça compte pour Pitou, mais ça compte pas pour Minou. Ben voilà. Pas pour Minou. Alors c'est pas respectueux de cette fonction publique qui nous offre des services essentiel, rappelons-le. Alors, honnêtement, il va augmenter son déficit, puis on verra s'il peut garder le déficit, l'équilibre budgétaire en 2027 ou 2028. Peut-être pas, mais il va avoir des choix à faire. Comme je disais tantôt, il s'achète du temps. Mais de penser qu'on va, même si on restructure l'offre, comme on parlait hier, c'est possible. C'est possible de la restructurer, de donner moins la première année, de donner plus d'augmentation dans les années subséquentes. Il peut faire ça. On peut faire ça. Mais ça ne change rien au 14,8, qui est beaucoup moins que bien des organisations qui ont signé avec des syndicats, qui est moins que l'indexation pour les gens offerte aujourd'hui, puis qui est moins, dans bien des cas, au secteur privé. Alors, il a beau nous dire qu'il veut que nos salaires soient comparables à ceux de l'Ontario, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de reconnaître que ce pouvoir d'achat pour nos employés de l'État qui nous offrent nos services est capital? Dimitri, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, donc le coussin est à 500 millions. Chaque point de pourcentage d'augmentation coûte 600 millions. Vous pouvez faire le calcul. Merci. Jean-François. Oui, c'est 600 millions lorsqu'on calcule la totalité du périmètre, c'est-à-dire y compris les ministres, etc. Pour les employés du secteur public, c'est plus 400 millions. Il y a une partie qui revient en taxes aussi, parce que tous ces gens-là dépensent au Québec et sont taxés au Québec. Quoi qu'il en soit, à la question précédente, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait juste 500 millions dans le compte d'épargne? Non. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, évidemment, j'étais frais, je connaissais rien là-dedans. Et lorsque M. Bouchard voulait faire le déficit zéro, à un moment donné, tout le monde serrait la ceinture partout, puis les enveloppes étaient fermées, puis il fallait gratter, etc. Puis tout à coup, arrivait le budget de Bernard Landry, puis là, il y avait des centaines de millions de dollars qui apparaissaient. Puis là, on disait, mais d'où ça vient, cet argent-là? C'est où, ça? On n'avait pas vu ça. De la poche des contribuables. La présentation du Conseil du Trésor, c'était jamais là. Ben, c'est parce qu'au ministre des Finances, il y a des raccoins de tiroirs, puis il y a des doubles fonds, puis il y a des trucs. C'est pas des milliards de dollars, OK? C'est peut-être juste 1 milliard. Mais en tout cas, il y a ça. Deuxièmement, on n'arrête pas de repousser l'objectif de réduire le ratio dette-PIB. Ou là, en ce moment, on dit on va arriver au déficit zéro dans le temps imparti. On pourrait très bien décider d'y arriver 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. C'est pas un drame. Mais pourquoi? Alors, il faut choisir son drame. Alors, si le drame qu'on veut, c'est une loi spéciale qui force le retour au travail en appauvrissant notre secteur public et en le rendant encore moins attractif et en dégradant nos services publics, on peut choisir ce drame-là. Maintenant, on peut aussi choisir le drame qu'on va reporter de 2 ans à l'atteinte du déficit zéro. Et puis, peut-être qu'on va avoir des questions des agences de cotation qui vont nous coûter 10 ou 20 millions de plus. Alors, il faut choisir son drame. Voilà. Mais pourquoi ne pas enrichir tous les Québécois, Jean-François,
en ayant une économie avec un budget équilibré, en n'ayant pas besoin d'emprunter davantage. Et le service de la dette, à cause des hauts taux d'intérêt, font en sorte que les Québécois payent plus en intérêt que le capital. Ça dépend pas quel choix on doit faire. Si on coupe dans les services pour atteindre l'équilibre budgétaire, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Mais comment est-ce qu'on coupe dans les services? On offre une augmentation. On offre une augmentation au Fonds commun et une économie moindre que l'inflation. Mais une économie qui bat... Plus d'infirmières vont aller au privé parce que c'est mieux payé. Ben oui, c'est pas plus de compétitif. profs vont décider de faire autre chose dans la vie parce qu'ils trouvent que c'est pas assez payé. On est en ce moment en train de perdre nos employés du secteur public. Mais c'est ça le déficit avec la mentalité qu'il y a un petit milliard caché quelque part dans un fond de tiroir. Ce milliard, il appartient aux contribuables. C'est leur argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans un fond de tiroir si on ne l'utilise pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la poche des contribuables? Non, mais là, arrêtons. Tous les gouvernements ont eu ces tiroirs-là. Ben oui. Tous les gouvernements. Monsieur Flaherty aussi. Paul Martin était le spécialiste pour faire des prévisions très basses. Et tout d'un coup, arrive le temps du but. Et on sortait un surplus absolument extraordinaire. Donc, on passait pour des gens géniaux. Monsieur Harper avait la même chose. Dimitri, on appelle ça de la politique. C'est ça que c'est. C'est que ça. Puis en même temps, aujourd'hui, la transparence exige qu'on soit beaucoup plus blanc que blanc. Puis il n'y en a pas tant que ça des fonds de tiroir. Ce qui va arriver, c'est qu'on va peut-être retarder le retour à l'équilibre budgétaire. Puis sur notre dette, rappelons-nous qu'à 37,9 % du PIB, ça demeure très bas. Jean-François, je suis même pas sûre que les entreprises de notation nous diminueraient parce qu'on donnerait des meilleures conditions de travail à nos employés, justement pour maintenir les services, justement pour s'assurer qu'on répond à cette pénurie de main-d'œuvre. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.